Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Chanel. On est ensemble pour 45 minutes de questions-réponses autour du concours Accès qui donne accès justement à 3 grandes écoles post-bac en 5 ans. On va en savoir tout de suite plus avec la directrice de la promotion et des admissions, Nathalie Bertin-Bossu. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et également avec 2 étudiantes, chacune d'une école parmi les 3. Donc on a Bénédicte. Bonjour Bénédicte. Étudiante en 3e année à l'IESEG, et Claire à l'ESCA. Bonjour toutes les deux et bienvenue. Bonjour. Allez, c'est parti tout de suite pour le pitch. Nathalie, c'est à vous, je vous donne la parole. Vous avez 1 minute et pas 1 seconde de plus pour présenter votre concours. Top chrono. Très bien. Bonjour à tous. Donc, le concours Accès représente aujourd'hui 23 années de collaboration entre 3 grandes écoles de commerce post-bac. Ce sont des écoles qui se ressemblent, l'ESDES, l'ESCA et l'IESEG. Alors, elles proposent chacune un programme grande école en 5 ans et délivrent un diplôme master qui est visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ces 3 écoles fondatrices du concours sont restées en fait unies et solidaires depuis plus de 20 ans et ont diplômé à ce jour près de 30 000 étudiants. Alors, ce qui les unit, c'est en fait un ensemble de valeurs partagées. Ce sont des écoles qui sont membres de la Conférence des grandes écoles, d'une part, et elles sont également rattachées à des universités catholiques. Elles sont portées par des valeurs d'excellence, d'ouverture, d'engagement, de réussite, et leur programme est reconnu par des accréditations internationales. C'est terminé, c'est terminé. Très bien. C'était 1 minute top chrono, vous aurez le temps, vous inquiétez pas, de développer l'ensemble des sujets évoqués. Allez, c'est parti, je vais vous lire la toute première question. On va tout de suite poser les bases. En quoi consisteront les épreuves de cette année? J'ai vu que tout allait se dérouler en ligne. Nathalie, je vous redonne la parole peut-être pour poser les bases, oui. Et puis ensuite peut-être on demandera l'avis des 2 étudiantes qui sont avec nous. Très bien. Donc cette année, les épreuves sont sur le fond les mêmes épreuves que les années précédentes. Il y a une épreuve de synthèse, une épreuve d'ouverture culturelle, une épreuve d'anglais et une épreuve de raisonnement logique et mathématique. Les épreuves sont les mêmes, c'est la forme des épreuves qui va être un petit peu différente puisque effectivement elles vont se dérouler en ligne, c'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver dans une salle d'examen, l'étudiant va être chez lui devant un ordinateur et il aura à composer sur ces différentes épreuves. L'épreuve de synthèse reste une épreuve rédactionnelle, les autres épreuves, des épreuves sous forme de QCM. D'accord. Donc ça ne change rien du tout le fond de l'épreuve, c'est-à-dire que c'est les mêmes choses qu'on va conseiller en fait aux étudiants pour les révisions notamment? Tout à fait. Les révisions, la façon de préparer les épreuves vont être les mêmes. Et je pense qu'effectivement, sur la façon de réviser, peut-être que les étudiants auront quelques conseils à donner. C'est pour ça qu'elles sont là. Du coup, Bénédicte et Claire, vous les avez pas vécues en ligne, puisqu'il n'y avait pas cette pandémie mondiale à l'époque où vous les avez passées. Comment vous avez vécu ces épreuves? Eh bien, moi, pour mon exemple, donc, je suis en 3e année actuellement à l'IESEG, donc j'ai vécu le concours il y a bien 2 ans et demi maintenant. C'était une journée, donc c'est une journée de concours où il y a les 4 épreuves qui se déroulent en même temps. C'est une journée qui est stressante et c'est pour ça que je pense que c'est important de s'y préparer bien à l'avance pour être sûr, une fois qu'on est sur place, de savoir exactement à quoi vont ressembler les épreuves et pour être dans les meilleures conditions le jour J. Nathalie, tout aura lieu exactement le même jour, comme si on était en présentiel? Tout à fait, tout aura lieu le même jour, les étudiants composeront aux mêmes horaires, y compris les étudiants qui se trouvent dans un lycée français à l'étranger. D'accord. Les épreuves commenceront à 8 h et se termineront le soir à 18 h. C'est un peu des questions pratiques, mais je pense que ça peut inquiéter aussi les personnes qui nous regardent. Est-ce qu'il faut avoir une bonne connexion Internet? Est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à ça, justement, qu'on peut leur donner? Tout à fait. Les recommandations, c'est d'avoir un matériel informatique qui fonctionne, une bonne connexion Internet. Effectivement, on est bien conscient qu'il y a des étudiants qui peuvent se trouver dans des zones blanches. C'est à eux vraiment de mettre tout en œuvre pour se rendre chez un ami, dans la famille, pour avoir une bonne connexion Internet et avoir un matériel qui correspond à ce qui est nécessaire pour passer ces épreuves.
D'accord. Claire, est-ce que tu peux nous donner, toi, ton retour sur l'expérience pour ces épreuves-là à l'époque? C'était également il y a 2 ans et demi? Il me semble que c'était il y a moins longtemps pour toi. Alors pour moi du coup c'était il y a un peu moins longtemps puisque je suis en deuxième année, donc il y a de ça un peu moins de 2 ans. C'était pour ma part une très bonne journée. Après je pense que là l'avantage c'est que les personnes vont pouvoir être chez elles, donc ça diminue déjà le stress de voilà du transport le matin, d'être à l'heure, etc. Et je pense que c'est une autre appréhension du concours, mais ça se fera tout aussi bien. Donc on peut le passer en pyjama, Nathalie, le concours? Pourquoi pas? C'est vrai que ces étudiants, pendant toute la durée des épreuves, seront filmés, c'est-à-dire qu'il y aura une caméra, et il y aura aussi un micro. Il y aura des surveillants qui vont surveiller les différents candidats, comme on pouvait le faire sur des vrais écrits. Ok. Pourquoi pas en pyjama? C'est Donc il faut quand même pas, soigner ce la sera pas tenue? évalué. D'accord. Non, pas forcément, parce qu'en fait, la tenue, ce sera important au moment des oraux. On pourra en reparler peut-être un petit peu plus tard. Mais lors des Également, ouais. écrits, voilà, être dans une tenue confortable, on va dire. D'accord, très bien. Merci pour ces petits conseils. On passe à la question suivante. Quelle est la différence entre une école post-bac et une école post-prépa? Comment choisir entre les deux? Donc voilà, peut-être Nathalie dans un premier temps, puis après on demandera du coup le retour sur l'expérience toujours des 2 étudiantes avec nous. Tout à fait. Alors, sur une école post-bac, comme son nom l'indique, c'est une école que l'on va intégrer juste après la terminale. Dans les premières années de l'école, on va avoir les fondamentaux du management et de la gestion. Et puis, il y aura des expériences professionnelles dès la première année. Alors que les étudiants, enfin les lycéens qui choisiront de passer par une classe prépa continueront à voir en fait les matières générales telles que les mathématiques, le français, l'histoire géo, pour préparer un concours. Et le concours se passe au bout des 2 années. Dans une école post-bac, le concours se passe vraiment juste au moment de la terminale. Donc D'accord. voilà la différence fondamentale entre les deux types de formation. Alors Bénédicte et Claire, comment avez-vous fait votre choix entre les deux? Enfin, comment vous êtes-vous décidé pour ce concours-là en particulier et une école post-bac? Alors moi, j'ai beaucoup hésité entre prépa justement en sortant du lycée ou une école post-bac. Après, ce qui m'a attiré vraiment, c'est de pouvoir être dans le concret directement avec des matières comme de la comptabilité, de la finance, etc. Et c'est aussi l'aspect international que proposent les écoles de commerce du concours accès. Avoir la possibilité de partir un semestre ou un an dans une université partenaire, avoir aussi des stages qui permettent de rendre les matières encore plus concrètes. Et c'est vraiment ces 2 points principaux qui m'ont attirée. Et toi, du coup, Claire? Alors moi, de par ma personnalité, je savais que de toute façon, la prépa, ça n'allait pas marcher au niveau du rythme de travail, etc. Et aussi, j'appuie le même point que Bénédicte, c'est que voilà, je voulais du concret, je voulais pouvoir partir en stage tous les ans, avoir des opportunités à l'international aussi assez rapidement. Et voilà, l'école post-bac, c'était clairement la meilleure option pour réunir tous ces critères dans ma formation. Tu disais ça ne correspondait pas forcément à ma personnalité, la prépa. Est-ce que tu pourrais définir la personnalité qui correspond le mieux à ce type d'école, les écoles post-bac? Alors, il n'y a pas de personnalité type, mais voilà, moi, pour ma part, j'avais pas une méthode de travail assez assidue à m'asseoir à mon bureau pendant des heures, pendant une journée complète pour travailler des cours de prépa. Et aussi, je voulais me décrocher des matières du lycée, comme on l'a dit, donc l'histoire, le français, etc. Et je voulais voir des nouvelles matières comme la compta, la microéconomie, etc. Donc le profil d'école de commerce reste un profil assez vague, puisque de toute façon, ça amène à toutes sortes de débouchés ensuite. Très bien. Alors on en vient peut-être à la prochaine question justement sur un peu les profils d'étudiants qu'on peut avoir. Pour un élève moyen au lycée, est-ce jouable? Alors peut-être d'abord, moi je commence par l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Pour Bénédicte et Claire, quel type d'élève étiez-vous en termes de scolarité? Est-ce que vous étiez des bonnes, des mauvais élèves? Quelles étaient vos moyennes au lycée? Vas-y Alors pour Bénédicte. ma Ouais. part, Vas-y Claire, pardon. vas-y Bénédicte. Ok, alors honnêtement, une élève correcte avec un bac mention bien, donc c'est pas non plus Bon une élève quand même. excellence.
Oui, bonne élève, pas non plus très mauvaise, c'est sûr. Mais après, je pense que honnêtement, le concours, ça se décroche complètement des matières du lycée. J'avais beaucoup plus envie de travailler le concours parce que je voulais l'école que de travailler mes matières au lycée, par exemple. D'accord. Et tu étais plus scientifique, plus littéraire? Tu étais dans quelle filière, même si effectivement ces filières n'existeront plus très très bientôt? Alors j'étais en filière ES, spécialité maths, et Plutôt voilà, c'était une filière scientifique. qui me correspondait complètement. Ouais. D'accord. Et pour toi, du coup, Bénédicte, quel type de lycéenne tu étais? Alors moi j'étais donc ce qu'on appelle j'étais en terminale S, donc plutôt scientifique aussi. J'étais assez studieuse et rigoureuse dans tout ce que je faisais. J'ai eu mon bac S mention bien également. Mais enfin, toutes les matières enseignées au lycée ou au lycée de façon globale, ça se décroche vraiment des matières qu'on a le jour du concours accès. Et donc, ça laisse vraiment sa chance à tout le monde puisque c'est à la fois des épreuves de synthèse et à la fois des épreuves de mathématiques. Donc, chacun peut apporter un peu à son avantage dans chacune des matières. Nathalie, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut être un élève moyen au lycée et quand même réussir le concours, puisque tout est en fait décorrélé. Vous ne regardez pas du tout les dossiers, contrairement à Non, d'autres concours. tout à fait. C'est vrai que, étant donné qu'on ne regarde pas le dossier scolaire, je dirais que les cartes sont rebattues le jour du concours. Et si on prépare bien le concours, même un élève moyen peut réussir le concours. S'il prépare bien chacune des épreuves, en particulier, je pense par exemple à l'épreuve de synthèse, qui est une épreuve qui n'est pas préparée au niveau de la terminale dans aucune des filières. Donc en fait, c'est quelque chose qui se prépare en amont et c'est vraiment jouable de réussir le concours, même si on est un élève moyen au lycée. On a des élèves qui ont eu la mention très bien, la mention bien, mais on a aussi des élèves qui ont eu la mention assez bien et même des élèves qui n'ont pas eu de mention et qui ont réussi le concours. Des élèves qui étaient plutôt scientifiques, plutôt littéraires, plutôt sur les sciences économiques et même des élèves qui étaient plutôt sur des bacs technologiques qui ont réussi ce concours. Donc je dirais pas d'autocensure, hein. Le D'accord. niveau en terminale ne va pas influencer la réussite ou non du concours. Le concours se prépare. Comme on prépare le baccalauréat, on prépare le concours. Très bien. On continue sur cette lancée avec une question sur les spécialités, donc les nouvelles spécialités du lycée. Quelles sont les spécialités que vous conseillez de choisir pour réussir le concours? Est-ce que, il y a des spécialités qui permettent davantage d'optimiser ses chances d'obtenir ce concours, Nathalie? Oui. Alors, étant donné la diversité des épreuves, je dirais que la plupart des spécialités vont aider le candidat à réussir son concours. Il y a quand même une spécialité que l'on recommande, c'est la spécialité mathématiques, parce qu'il y a une épreuve de mathématiques et cette matière n'est pas enseignée dans le tronc commun en terminale. Donc on recommande de garder l'épreuve de mathématiques et pour ceux qui ne l'auraient pas gardée, on leur recommande vraiment de préparer les notions nécessaires pour cette épreuve. En ce qui concerne les autres spécialités, l'éventail de choix des spécialités proposées en terminale est tellement large que ça va pouvoir aider l'étudiant à avoir plus de culture générale, à pouvoir, suivant les spécialités, faire plus de préparation à la synthèse, d'améliorer ses langues, de connaître d'autres cultures. Donc en fait, l'éventail des spécialités permet vraiment de préparer des candidats avec des profils très diversifiés. Donc, nous recommandons depuis déjà 2 ans aux élèves qui étaient en seconde puis en première de garder les mathématiques. Mais même si cette spécialité n'est pas conservée en terminale, l'étudiant, le lycéen peut passer le concours. Très bien, écoutez, on a déjà pas mal débroussaillé tout ça, mais ce n'est pas terminé. On va faire tout de même une pause, c'est les clichés. Quels sont les a priori, les préjugés qu'on peut avoir sur le concours accès? Alors, peut-être que vous pouvez nous en donner au moins 3 des clichés et peut-être que vous allez les nuancer, voire les démonter carrément. Allez, qui commence? Alors, je vais bien commencer et puis je vais rebondir sur la dernière question qui a été posée. On entend souvent le concours accès est uniquement accessible aux élèves qui ont fait la spécialité maths. Et justement, c'est ce que je voudrais vraiment dire, c'est surtout pas d'autocensure. Ne vous auto-censurez pas à cause des spécialités que vous avez pu choisir en terminale.
tentez votre chance. La diversité des épreuves permet vraiment à des lycéens, qu'ils soient scientifiques, littéraires, technologiques, de réussir ces épreuves écrites et de venir présenter ensuite leur motivation lors des épreuves orales. On recherche avant tout des étudiants qui sont curieux, qui sont ouverts, qui ont envie de se tourner vers l'international, qui ont envie de travailler avec les autres. Donc on recherche aussi des qualités au niveau des candidats. Donc il ne faut pas uniquement se dire je n'ai pas fait maths, donc je m'auto-censure par rapport à ce concours qui est soi-disant réputé pour être difficile sur l'épreuve de maths. Donc ce que je me dis, c'est que si vous n'avez pas pris la spécialité maths, par contre on vous recommande vraiment de vous préparer aux notions nécessaires pour cette épreuve. Et cette liste de notions nécessaires pour l'épreuve, elle est listée dans le cahier d'entraînement que l'on vous donne lors des JPO ou que l'on vous enverra cette année puisque certaines JPO seront en distanciel. Mais préparez-vous à ces différentes épreuves et ne vous auto-censurez pas. C'est vraiment ça que je voudrais mettre en avant. Très bien, merci pour ce premier cliché. Le deuxième cliché, Bénédicte ou Claire, est-ce que vous en avez un deuxième? Le deuxième cliché qu'on peut aborder, c'est le fait qu'il faille absolument faire une prépa au concours pour réussir le concours accès. Alors certes, ça demande de la préparation aux épreuves. Il faut par exemple se préparer avec des annales qui sont disponibles sur le site du concours accès. Il y a également une application du concours accès pour se préparer régulièrement quand vous êtes dans les transports en commun par exemple sur votre téléphone. Mais c'est absolument pas indispensable de faire une prépa pour réussir au concours accès. Ce n'est pas ton cas, toi par exemple? Alors moi, ça a été mon cas de faire une prépa, mais à titre personnel pour justement parce que je suis une élève assez stressée et pour vraiment me rassurer personnellement, mais c'était pas sur le contenu même des épreuves que ça a réussi à m'aider le jour J. Tu penses que sans justement cette prépa, tu y serais arrivé quand même? Oui, complètement. Aujourd'hui, avec du recul, je sais pertinemment que j'aurais pu totalement réussir ce concours sans l'aide de cette prépa. Et d'ailleurs, j'ai la majorité des étudiants qui intègrent, par exemple, l'IESEG, après avoir passé le concours accès, l'intègrent sans avoir fait de prépa. Très bien, merci beaucoup. Claire, un dernier cliché peut-être? Alors, le dernier cliché qu'il faudrait aborder, c'est celui justement d'avoir un très bon dossier et d'être un très bon élève pour réussir le concours et rentrer en école de commerce. Qui, comme on l'a dit, on ne regarde pas le dossier, le concours écrit et ensuite à l'oral ça se fait seulement sur la motivation à préparer le concours et à travailler en autonomie. Et ensuite, de toute façon, si on est motivé, je pense que les jurys vont le sentir automatiquement pendant l'oral. Et dans ce cas-là, le dossier ne compte absolument pas et il n'y a pas forcément besoin d'être un très très bon élève pour réussir. Donc, pas d'auto-censure, c'est un peu ça qu'on doit retenir de cette séquence. Merci beaucoup pour ces 3 beaux clichés. Allez, je vous lis la prochaine question, justement. On en parlait, l'oral. En quoi consiste-t-il l'oral? Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire à quel moment, par rapport aux épreuves qui vont avoir lieu là en ligne, à quel moment a-t-il lieu? Est-ce qu'il a lieu directement après, dans la foulée, le même jour? Est-ce qu'il y a un processus d'admissibilité? Nathalie, peut-être pour un petit peu poser les choses d'abord. Tout à fait. Donc au niveau du calendrier, les épreuves écrites auront lieu le 8 avril 2021 et les épreuves orales auront lieu fin avril, du 19 au 30 avril. Donc entre deux, il y a effectivement une phase d'admissibilité. C'est-à-dire que suite aux épreuves écrites, les jurys ministériels se réunissent dans les écoles et vont décider des étudiants qui sont admis, de ceux qui sont sur liste d'attente et de ceux qui sont non admis, refusés. D'accord. On le sait combien de temps à l'avance, avant la date de l'oral, justement? Combien de temps on a pour se préparer? On le sait à peu près une semaine après les écrits. Donc une semaine après les écrits, on a la liste des admissibles et la liste des refusés. La liste complémentaire, ça vient après les oraux. Donc la liste des admissibles et la liste des refusés. Donc le 16 avril, les candidats sauront s'ils sont admissibles. Être admissible, ça veut dire je peux me présenter à l'oral dans 1, 2 ou 3 écoles. D'accord, une des 3 écoles, voire les 3 écoles. Voire les 3 écoles. 1, 2 ou 3 écoles. Après, en quoi consiste l'oral? Peut-être qu'on peut laisser la parole à Bénédicte et Claire qui pourront nous dire comment elles l'ont vécu. Et puis, je pourrais peut-être préciser, puisque suivant les écoles, c'est peut-être un petit peu différent.
Alors Bénédicte et Claire, déjà, est-ce que vous avez eu votre premier choix? Comment s'est passé ce processus d'admissibilité pour vous? Alors pour moi, enfin, j'ai passé mes épreuves, mes oraux pour les 3 écoles, et chaque école a vraiment sa particularité en termes d'oraux. Va y avoir plutôt des oraux de groupe, des oraux individuels. Donc moi, actuellement, je suis à l'IESEG, donc je vais peut-être plus développer sur l'IESEG. Pour l'intégrer, c'était un oral donc, de motivation de 45 minutes face à un jury composé de 3 personnes. Où ils sont vraiment là pour apprendre à mieux vous connaître, vos expériences, vos motivations à intégrer l'école. Il y a également un oral d'anglais d'une 30aine de minutes où on est basé sur un document et on en parle un peu plus en anglais, et également apprendre à vous connaître en anglais, vos expériences internationales si vous en avez déjà eu. Voilà, c'est vraiment essayer de vous connaître plus en profondeur tout en vous mettant en confiance. Ça t'a paru compliqué? Est-ce que tu étais stressée? Est-ce que tu dis que tu as été mis en confiance, mais qu'est-ce qui a fait que du coup tu t'es déstressée le jour J? J'avais fait pas mal de répétitions avec mes parents pour être sûre d'être prête le jour J. Après, oui, il y a forcément du stress parce que moi j'étais vraiment très motivée pour intégrer une des 3 écoles. Mais le contexte faisait que les questions qui étaient posées vraiment étaient pertinentes pour vraiment apprendre à me connaître, et que j'avais eu pas mal d'expériences, que ce soit à l'international ou en termes de stage, que j'ai facilement réussi à décrire face au jury. Pas de questions déstabilisantes? Alors, il y a des questions qui peuvent être déstabilisantes, comme est-ce que vous avez un animal qui peut vous représenter particulièrement, ou des choses comme ça. Après, ça, c'est des questions à préparer auparavant pour être sûr de pouvoir y répondre le jour J. D'accord. Il ne faut pas dire le paresseux ce jour-là, j'imagine. Oui, exactement. Okay. Merci pour ton témoignage. Claire, tu as passé l'oral de l'ESCA. Comment ça s'est passé pour toi le jour J? Alors, le jour J, on a commencé par un oral de groupe. Dans ce cas-là, on était à peu près 6 élèves avec un cas pratique. Voilà, on devait y discuter, et le jury était dans la salle mais n'intervenait absolument pas. C'était vraiment pour voir quelle était notre attitude justement en groupe, puisque c'est une grosse particularité de l'école de commerce. On a énormément de travaux de groupe tout au long de toutes les années. Ça, c'était suivi d'un oral individuel avec 2 jurés. Et ensuite, un argumentaire préparé pendant 30 minutes. Et ensuite, on avait 10 minutes pour exposer ce qu'on avait préparé. Pareil, le jury n'intervenait pas du tout. Et on finissait la journée par l'oral d'anglais. Pareil, 30 minutes pour préparer un texte. Et ensuite, un dialogue avec un jury. C'est l'oral, c'est le seul oral que tu as passé, toi, c'est l'ESCA? Oui, tout à fait. Parce que c'était l'école que je voulais. C'était l'école que tu visais. Voilà. Ok, très bien. Justement, une question sur les 3 écoles. Comment choisir entre les 3 écoles du concours accès? Vous avez eu votre premier choix, si j'ai bien compris, mais si on hésite, si on ne sait pas, comment on fait pour faire son choix? Nathalie, peut-être? Oui, alors moi je dirais déjà rendez-vous sur les campus si cela est possible, et ça on le saura au mois d'avril. Mais rendez-vous sur les campus pour vous rendre compte aussi de l'école, de l'ambiance de l'école, rencontrer les étudiants, parce que lors des oraux, il y a le staff admissible qui vous accueille et qui vous permet aussi de vous faire vivre une journée au sein de l'école. Donc vraiment rendez-vous sur les campus. Alors si on doit les faire à distance, ce sera plus difficile, mais on essaiera de mettre en place aussi ce lien entre les étudiants et les candidats. Et puis, renseignez-vous sur les spécialisations qui sont proposées sur le cycle master, parce que chaque école a des spécialisations différentes. Renseignez-vous également sur les universités partenaires, sur les doubles diplômes qui sont proposés dans chacune des écoles. Et c'est peut-être ces différentes questions, ces différentes réponses qui vous permettront de choisir l'une des 3 écoles. Après,
ce qu'on a tendance à dire, c'est vraiment découvrez les 3 écoles. Au sein du concours accès, il n'y a que 3 écoles. Découvrez les 3 écoles et voyez celle qui correspond le mieux à votre choix, à vos envies, à votre projet. Bénédicte et Claire, est-ce que vous avez fait tout ce que Nathalie a énuméré? Oui, je pense. Vous avez bien Alors pour ma étudié part, les programmes, etc. c'est ça. Les portes ouvertes aussi très important parce que justement, moi je sais que pendant les portes ouvertes et d'autres écoles notamment, on se rend compte directement si on va se sentir bien sur un campus et dans une formation particulière, ce qui est très important, surtout pour une formation longue. Et ensuite, approfondir plus dans les détails du master, par exemple des campus, des partenariats à l'étranger, etc. Enfin, toutes ces choses, si on a un projet plus précis, faut être sûr que ça corresponde bien à ce qu'on cherche et ce qu'on souhaite pour l'avenir. Très bien. Bénédicte, pour toi aussi, tu préconises les portes ouvertes si elles ont lieu. Effectivement, cette année, c'est un peu compliqué. Oui, moi je me suis rendue aux journées portes ouvertes des 3 écoles en première et en terminale pour vraiment affiner ma motivation et laquelle des 3 je voulais absolument. Après cette année, c'est vrai que le contexte est particulier, mais les portes ouvertes sont maintenues en virtuel. Donc c'est quand même un moyen, je pense, pour les lycéens d'établir un contact avec les étudiants et le staff admission de l'IESEC, de l'ESDES ou de l'ESCA pour un peu préciser l'école qu'ils souhaiteraient intégrer. Très bien. Vous êtes satisfaites toutes les deux des campus, des villes dans lesquelles vous étudiez, tout ça, tout ça? Oui, bah pour moi, il n'y a aucun doute. Je suis très très heureuse. Et justement, je l'avais senti en faisant la porte ouverte et en arrivant au campus de. Donc moi, je suis à l'ESCA d'Angers. Et en arrivant sur le campus, je m'étais dit, bah c'est. Je pense que je me sentirais très bien là et j'ai envie d'être ici justement. Je connaissais pas du tout la ville d'Angers, mais c'est en se baladant rapidement, on se rend compte que c'est une ville très agréable aussi. Donc oui, oui, un très bon choix et je le regrette pas du tout. Merci beaucoup, Bénédicte. Un mot Pareil sur pour sur moi, ton choix? oui, je suis complètement épanouie moi à l'IESEC, donc je suis à l'IESEC sur le campus de Lille. Je connaissais pas la ville avant de m'y installer en tant qu'étudiante et c'est vraiment une ville hyper agréable, très étudiante. L'IESEC répond complètement à toutes mes attentes. J'ai pu me rendre à l'international dans une université partenaire. J'ai déjà pu faire 2 stages qui sont bien différents les uns des autres, mais qui complètent mon projet professionnel. Et donc, vraiment, je suis épanouie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Une question justement sur les études en elles-mêmes. Comment se passent les 5 ans d'études? Est-ce le même principe dans les 3 écoles? Alors, Bénédicte, puisque tu parlais un petit peu de tes 2 stages, de ton année à l'étranger, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment ça se passe dans ton école? Est-ce que tu as déjà une vue même de l'après? Tu es en 3e année, donc il y a encore 2 ans. Donc à l'IESEG, c'est un parcours en 5 ans. Il y a 3 ans, les 3 premières années sont assez généralistes. Donc c'est un bachelor où il y a vraiment des matières très diverses, que ce soit de la finance, de la compta, des ressources humaines, des matières aussi de développement personnel avec du théâtre, de la créativité. Enfin c'est vraiment, ça touche à tous les domaines. Et en fonction des matières qu'on a plus appréciées, en fonction des stages qu'on a pu faire, on se spécialise en master. Donc pour les 2 dernières années du programme, en master en finance, en master en audit, en ressources humaines, il y a vraiment plein de masters différents. Et au cours donc de 5 années d'études, on a la possibilité de faire minimum 6 mois d'échange universitaire et 6 mois minimum aussi de stage à l'étranger pour compléter notre diplôme. Très bien. Claire, pour toi, où en es-tu? Là, tu es en 2e année. Est-ce que tu as déjà pu profiter de ce que pouvait offrir le cursus? Oui, complètement. À la fin de ma première année, du coup, on finit notre année avec un premier stage. Donc, dans mon cas, je l'ai fait à Paris, même si souhaité le faire à l'étranger, mais on s'adapte à la situation, évidemment. En 2e année, on renouvelle cette possibilité de stage en fin d'année. Et en 3e année, c'est notre année à l'international, justement. Donc là, on a le choix de partir un semestre entier, soit en université partenaire partout autour du monde, il y a un choix énorme, soit de partir justement un semestre en stage à l'étranger, pareil, où on souhaite, où on trouve notre stage. Et ensuite, on se spécialise du coup en master pour management, marketing, finance.
Et il y a encore des possibilités de stage, mais aussi certains masters se font en alternance. Donc voilà, ça dépend de la spécialité qu'on souhaite avoir. Très bien, merci beaucoup à toutes les deux. Allez, on va faire une petite pause un petit peu détente, un peu ludique. C'est tout de suite le Qui suis-je ? Trois personnalités vont apparaître dans l'écran. À vous de me dire laquelle correspond le mieux à l'esprit du concours. Alors, je vous dis tout de suite qui est qui. Ce n'est pas un jeu de devinette. C'est un jeu plus de créativité, de réflexion, un peu d'imagination. On a Rafael Nadal, donc le champion du monde de tennis. Est-il encore possible de devoir le présenter? On a Kamala Harris, c'est celle qui a été élue avec Joe Biden en tant que vice-présidente des États-Unis. Et on a Arthur Emery, donc lui n'est pas connu, mais je l'ai quand même trouvé dans plusieurs articles de presse. En fait, il a fait la une de certains journaux parce qu'il est le bachelier le plus performant de France. Il a eu la moyenne de 21,39 au bac ES. Grâce au jeu des options, il a réussi donc à péter les scores. Il reste humble, apparemment, il est bénévole à la Croix-Rouge. Donc voilà, c'est un peu c'est le meilleur élève de France en terminale. Actuellement, il a le record. Est-ce que vous avez une préférence chacune pour un de ces profils-là, quelqu'un qui vous inspire particulièrement? Je veux bien commencer. Alors, c'est vrai que ce sont trois personnalités très différentes. Alors, ce que j'aime bien, c'est que justement la diversité de ces parcours symbolise bien en fait la diversité des étudiants que nous recrutons. Je dirais aussi bravo à tous les trois parce que Benjamin particulièrement m'a impressionné par rapport à sa note au bac. Je choisirais Kamala Harris parce qu'elle représente pour moi des valeurs qui sont proches de celles du concours accès par l'excellence, l'engagement, l'ouverture aussi, et puis la réussite forcément. Donc je choisirais Kamala Harris. Très bien, on colle à l'actu. Tout à fait. Et quant à vous, les deux étudiantes, Bénédicte et Claire, est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que c'est Kamala Harris ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre pour vous? Moi, je prendrais Rafael Nadal. Pour moi, c'est un peu un symbole d'une certaine rigueur, puisque ça fait plusieurs années qu'il est au sommet du classement tennistique. Il a aussi remporté de nombreux concours à l'international, ce qui peut aussi représenter les possibilités à l'international des écoles du concours accès. Donc, constance, rigueur et international, pour moi, c'est les trois atouts forts de Rafael Nadal qu'on peut retrouver dans le concours. Parfait, et il lâche rien, effectivement. Claire? Alors moi, j'irais plus vers Kamala Harris parce que, en effet, on va coller à l'actualité, mais c'est une femme qui est, je trouve, très inspirante. Et comme l'a dit Nathalie, elle représente en tout point, par de nombreux adjectifs, les valeurs du concours et ce que représente le concours, ainsi que les écoles qui suivent. Donc, j'irais vers Kamala. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Vous avez choisi deux personnalités très fortes. Alors, vous avez délaissé le bachelier. Peut-être qu'il était trop fort et qu'effectivement, ça peut peut-être impressionner ceux qui vont regarder. Pas besoin d'avoir 21,39 au bac pour tenter sa chance au concours accès. Merci beaucoup à toutes les trois. Allez, on passe à la suite des questions. Une question intéressante. Si on ne sait pas quoi faire plus tard, est-ce pertinent de passer le concours? Alors déjà, peut-être vous deux, Claire et Bénédicte, est-ce que vous saviez quoi faire plus tard quand vous avez décidé de passer ce concours? Alors, pas personnellement. Au moment du concours, je ne savais pas exactement quoi faire. Cependant, je savais que je voulais une formation globale qui me permettait d'avoir des bases pour tous les projets futurs et que ce soit dans le management ou la finance, etc. On a toutes les bases qu'il nous faut. Donc voilà, je savais pas exactement quel était mon projet professionnel, mais je savais que c'était la formation qui me correspondait en tout cas. D'accord. Et pour toi, Bénédicte?
C'est la même chose pour moi. J'ai intégré l'IESEG en me disant que j'aurais les bases avec des matières complètement différentes que je vais apprendre pendant les 5 années de mon cursus. Mon projet professionnel, il se précise d'année en année et même à l'heure actuelle, en étant en 3e année de l'IESEG, il n'est pas encore complètement fixé. Et je pense que c'est aussi au fur et à mesure des années, avec le master aussi, la spécialité qu'on va choisir, et avec des expériences concrètes avec les stages qu'on va pouvoir faire, que le projet professionnel va se préciser. Donc vraiment, si on est lycéen et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire, c'est pas grave entre guillemets pour la suite de vos études dans une des 3 écoles du concours accès. Les spécialités interviennent plus tard, c'est ça? Oui. Alors, j'ajouterais qu'effectivement, les spécialités arrivent seulement au moment du cycle master. Les 3 premières années dans les 3 programmes sont généralistes. Et ce qui est important de savoir, c'est que déjà à peu près entre 95 et 97% des lycéens qui entrent dans nos écoles ne savent absolument pas le métier qu'ils feront 5 ans après. Donc, ils sont accompagnés aussi pendant toute leur scolarité sur la construction de leur projet professionnel. Ils sont accompagnés par des professeurs, mais aussi par des professionnels, puisqu'il y a énormément d'expériences avec les entreprises tout au long du cursus. Et ça permet, ces différentes expériences, ces différents stages permettent d'affiner le projet au fur et à mesure des années. Et en 3e année, les étudiants, en fin de 3e année, savent vers quelle spécialisation ils ont envie de se tourner. Et il leur reste 2 années pour devenir experts dans un des domaines qu'ils ont choisi. Mais il est tout à fait courant de ne pas savoir vers quel métier on se tourne quand on entre dans une école. On sait que c'est un métier qui va être lié au business, au management, à l'économie, mais précisément le métier, non, généralement les lycéens ne le connaissent pas. Et on ne pose pas cette question lors des oraux non plus. Tout à l'heure, on parlait des oraux et du fait de questions qui pourraient être déstabilisantes. On sait très bien qu'un élève de 17 ans ou 18 ans ne sait pas quel métier il exercera plus tard. Très bien, merci pour la précision pour les oraux. Je crois que vous avez donné déjà des bonnes pistes. Est-ce qu'on peut continuer sur les conseils, puisqu'il y a une question bien spécifique là-dessus? Quels conseils pourriez-vous donner aux lycéens pour se préparer? Alors les filles, déjà vous, comment vous vous êtes préparées? Donc on sait un peu pour Bénédicte qu'elle a fait une prépa, mais c'était plus pour se rassurer, on va dire. Pour Claire, est-ce que tu as eu une préparation spécifique? Alors moi, je me suis beaucoup aidée des annales, alors notamment celle que j'avais eue pendant les portes ouvertes. Ah, c'était un petit carnet du concours accès. Et j'en avais acheté d'autres en plus, pareil, pour avoir le maximum de support et d'entraînement possible. Et aussi, pendant des moments de creux dans la journée, j'utilisais beaucoup l'application Accès pour faire notamment les petits QCM de culture générale ou d'anglais que j'avais plus de mal à préparer dans les annales justement parce que c'était trop, comment dire, trop spécifique et en même temps trop général. Par exemple, dans l'épreuve de culture générale, il y a tellement de sujets, c'est tellement vaste qu'il faut vraiment télécharger les applications des journaux internationaux et français pour avoir un maximum d'informations du moment parce qu'il y avait pas mal de questions sur l'actualité. Au moment, c'était les gilets jaunes notamment, mais aussi revoir un peu l'histoire, etc. Donc ça permettait de ne pas perdre de temps et même dans les bouchons, dans les transports en commun, de toujours être actif. D'accord. Donc tu t'y étais pris combien de temps à l'avance? 1 mois, ouais. Donc 1 mois avant, tu as téléchargé l'appli et tous les jours, tu étais sur l'appli par exemple? Alors tous les jours, c'est peut-être beaucoup, mais oui, j'ai essayé au maximum. En général, je me laissais la semaine. Le week-end, c'était pause. Mais voilà, c'était surtout, par exemple, le mercredi après-midi, vu que j'avais pas cours, je faisais les annales de mathématiques à fond. Et puis ensuite, les soirs, justement, quand j'étais dans le bus, je faisais un peu d'anglais, un peu de... la synthèse, c'était plus compliqué, là. Sur l'application, c'était pas l'idéal. Mais par contre, oui, beaucoup l'anglais et la culture G le soir en rentrant du lycée, ouais.
D'accord. Bénédicte, pour toi, c'était donc une prépa en plus des cours, c'est ça? Et il y avait aussi du travail toute seule sur une appli aussi, des annales à travailler? Alors moi, je m'y suis mise à peu près en novembre, donc bien en avance. Mais Ah, t'es la au début, stressée, toi, c'était la deux stressée heures des deux. par semaine. Au début, c'était vraiment 2 heures par semaine pour un peu apprendre à connaître les épreuves du concours. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps et que le concours approchait, je m'y penchais quasiment tous les soirs pour être sûre de bien connaître tout. J'ai vraiment revu de façon globale toutes les annales qui étaient disponibles sur le site pour être sûre de bien connaître les petites fautes que je pourrais commettre, que je pourrais éviter, pardon, le jour du concours. Mais la semaine de prépa était vraiment, pour me rassurer personnellement, c'était seulement une semaine pendant les vacances de février et ça m'a servi juste pour me rassurer et pour me mettre plus en confiance le jour du concours. Très bien, merci Nathalie. Pour faire un peu la synthèse de ces deux méthodes de travail, on voit que c'est un peu différent pour les deux. Est-ce que vous auriez des astuces, des choses à dire à ceux qui regardent? Oui, donc effectivement, alors les annales que l'on distribue lors des journées portes ouvertes, alors cette année on pourra pas forcément les distribuer de façon physique puisque les journées, en tout cas celles de novembre-décembre, n'auront pas forcément lieu en présentiel, mais on peut envoyer ces annales si vous les demandez, et puis elles sont sur le site, donc vous pourrez aussi les récupérer sur le site. C'est vraiment un très très bon outil pour se préparer. Il faut un travail régulier. C'est vrai que un mois avant, c'est peut-être un petit peu court. Il faut mieux s'y prendre peut-être un petit peu avant. En ce qui concerne les épreuves de QCM, voilà, s'entraîner régulièrement, ça me semble être une bonne solution. Pour ce qui est de l'épreuve de synthèse, je pense qu'il faut vraiment se poser et faire 3, 4 synthèses. Il y a de nombreux conseils qui sont donnés dans les annales pour préparer le plan. C'est très technique l'épreuve de synthèse, hein, c'est pas une épreuve de littérature, c'est vraiment une épreuve. Vous avez un ensemble de textes, un corpus de 10 à 12 textes sur un sujet donné, et vous devez donc en faire une synthèse en suivant un plan bien défini. Donc en fait, c'est plutôt technique, et si on ne l'a jamais fait, c'est souvent le cas pour des lycéens, c'est bien d'en faire 1, 2, 3 avant le jour J. Et D'accord. pour les autres épreuves, les étudiantes ont bien expliqué la façon de procéder pour s'entraîner, c'est s'entraîner régulièrement. Très bien. Merci beaucoup. Alors, une dernière question sur une épreuve dont on n'a pas forcément parlé. Quel est le niveau d'anglais requis pour réussir l'épreuve d'anglais? Alors, est-ce que vous aviez un niveau particulier toutes les deux? Vous étiez quand même toutes les deux des bonnes élèves. Mais est-ce que vous pouvez donner un conseil sur cette épreuve en particulier? Alors, pour ma part, c'était les séries, énormément les séries anglais, sous-titrées anglais. Enfin, pour moi, je pense que c'est capital pour pouvoir s'entraîner au quotidien. Et en plus, bon, c'est toujours c'est un entraînement qui n'est pas trop désagréable, on Désagréable. va dire. Mhm. Et participer en classe, je sais que c'est compliqué quand on est au lycée, mais un maximum de participation afin d'acquérir une aisance à l'oral qui est nécessaire pendant l'oral d'anglais avec les jurys. D'accord. Et ton niveau à peu près, pour qu'on ait une idée, c'était quoi en terminale? Alors moi, je faisais partie des bons niveaux de terminale parce que j'avais eu des opportunités d'échanger à l'étranger. Donc ça m'a beaucoup aidé. Mais je sais que j'ai des amis qui n'avaient absolument pas un bon anglais et qui ont réussi parce que justement, même s'ils n'ont pas une très bonne note à l'examen d'anglais, enfin à l'épreuve d'anglais, ils ont réussi à adapter avec les autres épreuves. Très bien. Bénédicte, un mot sur l'épreuve d'anglais pour toi, comment ça s'est passé? L'épreuve s'est plutôt bien passée aussi parce que j'avais un plutôt bon niveau aussi comme Claire. Mais en regardant, je pense, des séries, des films en anglais, en suivant l'actualité aussi internationale, en lisant des articles de journaux en anglais, tout ça, c'est des choses que vous pouvez faire au quotidien et qui vont vous aider pour l'épreuve d'anglais et être prêt à trouver les petites fautes dans chaque phrase lors de l'épreuve du concours. Cette épreuve d'anglais, elle est importante puisqu'après, quand vous commencez les cours, vous avez des cours aussi en langue anglaise? Oui, alors
c'est vrai que dans l'ensemble des 3 écoles, le programme English Track est proposé dès la première année, c'est-à-dire que les étudiants peuvent choisir de suivre l'ensemble de leur scolarité en langue anglaise ou peuvent choisir d'avoir un cursus bilingue. Mais dans tous les cas, il y a des cours d'anglais des cours en anglais dès la première année et aussi des cours d'anglais pour améliorer son niveau d'anglais. Mais il y a des cours, par exemple, de marketing, de finance, qui ont lieu en langue anglaise. Très bien. Et puis pour les meilleurs, pour ceux qui en ont envie et qui ont envie de se tourner vers l'international, ils peuvent suivre l'intégralité des 5 années en anglais. Très bien. Merci beaucoup pour l'ensemble de ces réponses. Allez, je vais vous laisser quelques minutes pour conclure. Place au temps additionnel. Alors, on a échangé pas mal sur le concours, ses modalités. On vous a aussi également donné des conseils pour le réussir au mieux. Est-ce que vous auriez un dernier conseil, un dernier mot, une dernière information à communiquer aux étudiants, aux lycéens qui vont regarder cette vidéo et qui sont peut-être un peu stressés comme Bénédicte? Allez-y, vas-y Bénédicte, puisque c'est toi la plus stressée, tu peux y aller. Pour moi, pour conclure, la force des 3 écoles qui sont dans le concours accès, c'est vraiment la richesse de leur programme. Il y a à la fois un cursus généraliste qui est proposé lors des premières années, qui est à la fois tourné vers l'international, vers l'entrepreneuriat, mais il y a aussi des spécialisations très variées qui sont proposées, des spécialisations qu'on peut retrouver lors des 2 dernières années du parcours, notamment en master. Ça peut se faire en finance, ça peut se faire en marketing, en management ou en business international. Et donc, les étudiants qui vont sortir de ces programmes de 5 ans vont avoir une spécialisation qui va leur permettre d'avoir un projet professionnel plus abouti et donc être plus enclin à aborder leur futur professionnel de façon avoir plus de confiance dans leur projet professionnel. Merci beaucoup Bénédicte. Claire, ton dernier mot à toi et puis je laisserai la parole à Nathalie. Alors moi, mon dernier mot, ça serait de ne pas hésiter. Si vous êtes motivé, si vous en avez vraiment envie, il faut se donner les moyens parce que c'est possible pour tout le monde vraiment. Ne vous fiez pas à votre dossier du lycée, etc. Si vous êtes un élève moyen, c'est possible aussi. Donc si vous voulez une formation concrète qui vous permet d'avoir des expériences professionnelles à l'international, mais aussi beaucoup d'associatifs, foncez, si vous êtes motivé, vous y arriverez. Merci pour ton enthousiasme, Claire. Et Nathalie, c'est à vous qu'a la parole pour fermer le bal. Très bien. Alors moi, je parlerai là, on a parlé du concours, donc concours d'entrée dans les écoles. J'ai envie de parler de la sortie, vers quoi ça mène. Et c'est vrai que la réussite professionnelle de nos étudiants, c'est vraiment une grande fierté. C'est une grande fierté pour nos écoles et pour nos étudiants. Donc je dirais que effectivement, étant donné la diversité des spécialisations qui sont proposées sur le cycle master, chaque étudiant peut trouver sa voie, peut trouver le métier qu'il souhaite exercer, le secteur d'activité, la zone géographique dans laquelle il souhaite l'exercer. Et on est très très fiers des taux de réussite de nos étudiants, du réseau des diplômés que nous avons aujourd'hui. Et nos diplômés signent un CDI. Alors 90% de nos diplômés signent un CDI en moins de 3 mois à la sortie de l'école. Donc c'est vraiment quelque chose c'est une grande fierté pour nous. Et puis c'est vraiment le symbole de la réussite de nos étudiants. Donc le mot de la fin, c'est tenter ce concours, tenter votre chance. Passer ces 5 merveilleuses années dans l'école de votre choix et puis cela vous ouvre une belle carrière professionnelle derrière. Merci beaucoup Nathalie Bertin-Bossuet, directrice de la promotion et des admissions du concours accès. Merci à Bénédicte et merci à Claire, les 2 étudiantes qui étaient avec nous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je vous dis à très bientôt, vous qui regardez Campus Channel et qui êtes fidèles à nos programmes. À très bientôt pour une nouvelle émission avec une nouvelle école, un nouveau concours. Bye bye.